Petite lecture pour commencer que certains ont probablement déjà entendu, mais je l'aime bien. Je l'aime bien donc. Je lis. D'où nous sort cette troupe étrangement accoutrée qui arbore des bandeaux et des robes barbares et à qui nous nous adressons? Il s'agit donc de femmes apparemment. Alors voyons ce que ces femmes répondent. Ces femmes répondent: nous avons quitté la Syrie, et nous fouillons, non que nous ayons versé le sang, ni qu'aucune sentence d'État ne nous condamne, mais nous repoussons le mariage forcé. Voilà des femmes qui ont fui un pays, la Syrie, parce qu'elles refusent un mariage forcé. Et nous sommes ici, 5e siècle avant Jésus-Christ. Une des grandes tragédies grecques, Échille, les Suppliantes, qui est une des 3 pièces de la trilogie des Danaïdes. Ces femmes sont les 50 Danaïdes, les filles de Danaos, qui fuient le mariage forcé avec les 50 fils d'Égyptos. C'est un mythe, évidemment, c'est une histoire, c'est une tragédie grecque, mais c'est très révélateur. Ça nous révèle au moins 2 choses. 5e siècle avant Jésus-Christ, les migrations, y compris les migrations d'asile, parce que c'est pour ça qu'on les appelle les suppliantes, elles vont supplier pour demander à être protégées, ont toujours existé. C'est certainement une question contemporaine, mais ce n'est pas une question nouvelle. Et dans le cas, là, c'est très moderne, un mariage forcé que fuient ces femmes. C'est des débats qui ont été connus de façon contemporaine dans la jurisprudence en Belgique et dans tous les autres États. Est-ce qu'on peut reconnaître un statut de réfugié à une femme qui refuse un mariage forcé? Donc simplement pour fixer l'actualité de la chose. Et généralement, voilà, je m'arrête là, je vous dis, ces femmes ont fui le nord de l'Afrique, elles sont arrivées en traversant la mer Égée, Méditerranée, mer Égée, très contemporain aussi, elles arrivent en Grèce, pas comme aujourd'hui dans l'île de Lesbos, mais à Argos, ville du Péloponnèse, et elles s'adressent au roi, qui dit dans la pièce d'où nous viennent ces femmes, elles s'adressent au roi et au peuple et demandent l'asile. Et le mot asile, le mot asylos en grec est utilisé dans la pièce. C'est une des premières occurrences qu'on trouve de ce mot asile dans la littérature. Je vous laisse pour la fin la question de savoir si elles vont obtenir l'asile ou pas, comme ça, voilà. Un petit peu de suspense. Mais je vais un petit peu plus loin tout de même dans la pièce pour vous lire un autre petit passage où le roi s'adresse au peuple dans le débat qui va se faire pour savoir si on accorde l'asile ou non à ces femmes. Le roi dit ceci: le cas est rude à trancher. C'est pas nouveau non plus, ça, pour les juges. Hein. Le cas est rude à trancher, à mon avis, dans des délibérés de magistrats. Il y en a ici qui ont connu ça. Le cas est rude à trancher. Et le roi dit: ne me prends pas pour juge. Je te l'ai dit, malgré mon pouvoir, je n'agis pas sans le peuple, de peur qu'en cas de malheur, on ne me dise un jour avec raison, c'est pour des étrangères que tu perdis la ville. C'est-à-dire le roi dit au peuple: je ne vais pas décider seul, ne me prends pas pour juge, peuple, on va décider ensemble si on accorde l'asile ou pas à ces femmes. Parce qu'on sait que si on accorde l'asile, on va avoir des problèmes avec, on dirait aujourd'hui, l'État d'origine, si les voisins, et là c'est avec les fils d'Égyptos qui vont faire la guerre. Et c'est pour ça que je prends cet extrait-là par rapport au mot juge. Le roi dit: je ne suis pas un juge. Et parce qu'on est à une époque où effectivement ces questions
d'asile, c'est une demande de faveur. C'est pour ça que la pièce s'appelle Les suppliantes. C'est pas à l'époque une question de droit qui va être tranchée par un juge ou un magistrat, c'est une demande de faveur sur la base de l'idée d'hospitalité. Les suppliantes demandent l'hospitalité et donnez-nous cette hospitalité, et le roi fait le débat avec le peuple. On sait qu'aujourd'hui, dans nos démocraties, si les décisions devaient être prises par le peuple quant à savoir si on accorde l'hospitalité ou pas, ben, ce ne serait peut-être guère évident. Et le roi le sait aussi. Et d'ailleurs, dans toute la pièce, il va beaucoup influencer le peuple pour sa décision. Mais il y a ce débat démocratique, mais il n'y a pas un juge qui va décider de questions de droit des personnes concernées. Et ce qui m'intéresse dans ce qu'on va voir ensemble par rapport à l'évolution de la politique migratoire européenne, c'est de voir précisément le rôle du juge, de sauvegarder des droits des personnes et pas simplement d'accorder des faveurs, d'accorder une hospitalité, mais de voir s'il y a des droits qui doivent être reconnus aux personnes. Alors, avant de faire ça, peut-être simplement un petit rappel pour beaucoup d'entre vous, simplement de ce qu'a été et ce qu'est la construction de la politique européenne de la migration, avec trois questions très simples. Pourquoi, quoi et qui? Pourquoi une politique européenne de la migration? Vous voyez ce que je dessine là, c'est une petite maison. Parce qu'au fond, on peut très bien dire que la politique européenne de la migration est une logique de la maison commune. Si on voit l'Europe comme une maison commune et tous les États membres de l'Union européenne font partie de cette maison commune, eh bien, en principe, quand on est dans une maison, dans la maison, les portes entre les pièces, le salon, la salle à manger, la cuisine, les chambres, ne sont pas fermées à clé. Sauf de temps en temps l'ado qui voudra fermer la porte de sa chambre, mais en principe, on circule librement dans la maison, d'une pièce à l'autre. Il y a des portes, mais on peut les ouvrir. Et ça, finalement, dans la construction européenne, c'est l'idée d'une liberté de circulation dans la maison commune Europe. Progressivement, on a fait, processus Schengen, tout ça, la suppression des contrôles aux frontières intérieures. C'est-à-dire, quand je suis dans la maison commune Europe, je circule librement d'un État membre à un autre, en principe sans contrôle. Et la Commission européenne avait expliqué aux États membres dès le début, ce qu'ils ne comprenaient pas toujours, que si on supprime les contrôles aux frontières intérieures, il fallait supprimer les contrôles pour toute personne et pas simplement pour les Européens. Parce que sinon, quand une personne est à la frontière, comment faire la distinction? Je peux contrôler l'étranger non européen, mais je ne peux pas contrôler l'Européen. Ah, vous m'avez pas l'air très européen, donnez-moi vos papiers. Zut, c'est une Européenne, j'ai contrôlé une Européenne, je ne pouvais pas. Donc, évidemment, la logique est que si on supprime les contrôles, il faut les supprimer à l'égard de toute personne. Sinon, les contrôles qui seraient instaurés seraient par essence des contrôles discriminatoires qui pourraient soit se faire sur la base du faciès, soit atteindre des citoyens européens. Donc, si on supprime les contrôles, c'est à l'égard de toute personne. Ça veut dire lorsque Médanaïde à l'époque arrive en Grèce, ou lorsque aujourd'hui un Syrien, un Palestinien arrive à Lesbos ou arrive à Lampedusa, en principe, théoriquement, une fois dans la maison commune, une fois en bas de la maison, là, la presqu'île italienne, par exemple, il pourra circuler et monter jusqu'à la Belgique sans contrôle en principe aux frontières intérieures. Vous voyez la question de la maison commune, ça veut dire que l'entrée à Lesbos, l'entrée à Lampedusa, c'est plus une question grecque ou une question italienne, c'est une question européenne, parce que les personnes qui sont entrées dans la maison commune pourront circuler. Elles n'auront pas le droit nécessairement d'aller s'installer ailleurs, mais elles pourront circuler librement. Donc forcément, le contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne n'est plus une question nationale de chaque État qui est à la frontière extérieure, c'est une question européenne.
Ça veut dire la politique migratoire européenne est la conséquence de la liberté de circulation interne qui s'est développée au sein de l'Union européenne. Et la Cour l'a affirmé très ouvertement dans cette affaire Wijsenbeek de 1999. En un mot, pour la petite histoire, M. Wijsenbeek, c'est un Hollandais qui était parlementaire européen et il faisait régulièrement la navette entre Rotterdam et Strasbourg pour aller au Parlement européen. Et normalement, à partir du 1er janvier 1993, et là vous voyez que l'arrêt est en 99, les faits se passent après le 1er janvier 93, ben, normalement, suppression des contrôles aux frontières intérieures, marché intérieur acquis, et M. Wijsenbeek refuse, quand il arrive à l'aéroport de Rotterdam, de donner sa carte d'identité comme on le lui demande. Il dit, suppression des contrôles, vous ne pouvez plus me contrôler. Il se fait condamner devant le tribunal correctionnel à une amende, il fait appel, il obtient de la cour d'appel question préjudicielle à Luxembourg. Est-ce qu'on peut encore contrôler, en l'occurrence c'est un citoyen européen, à une frontière intérieure, alors que, en principe, les textes disent non, c'est fini. Et moi, je vous avoue, je me suis trompé à l'époque. Je m'attendais à ce que la Cour dise c'est fini, il ne peut plus y avoir de contrôle aux frontières intérieures. Et la Cour ne dit pas ça dans l'arrêt. Elle dit je peux comprendre qu'il y ait encore des contrôles aux frontières intérieures, comme les Pays-Bas le font là, à l'aéroport de Rotterdam, alors que quelqu'un vient par un vol direct d'un autre État membre, c'est bien frontière intérieure. La Cour dit je peux comprendre cela aussi longtemps qu'il n'y a pas une véritable politique commune de contrôle des frontières extérieures. Tant que vous n'avez pas un contrôle commun des frontières extérieures, dit la Cour, je peux comprendre que certains États maintiennent des contrôles aux frontières intérieures. Pour autant, bien sûr, que ce ne soit pas permanent, que ce soit occasionnel, que ce soit proportionné avec des sanctions proportionnées, etc. Mais vous voyez le lien entre les deux, hein? C'est que non seulement la politique migratoire est la conséquence de la liberté de circulation interne, mais qu'aussi, pour qu'il y ait une circulation interne pleine, il faut qu'il y ait une politique migratoire commune. Donc la politique migratoire va aussi être la cause qui va permettre la pleine liberté de circulation interne. C'est un lien consubstantiel qui va dans les deux sens. Et la Cour de justice a encore répété ça bien plus récemment, 2021. Affaire à peu près similaire, là c'est un Finlandais qui, avec un petit bateau de plaisance, va en Lituanie, donc il franchit frontière intérieure, il revient, on lui demande sa carte d'identité, il dit non, il est condamné et on repose le même type de question. Est-ce qu'on peut encore contrôler quelqu'un, un Européen, qui n'a fait que passer d'un État européen à un autre? Et là, de nouveau, je me suis trompé. Je m'attendais à ce que la Cour dise « Ah non, maintenant c'est fini, hein. Il y a politique migratoire, on a mis en place des choses, on va en parler dans un instant, et donc maintenant, vous ne pouvez plus faire des contrôles aux frontières intérieures. » Sauf que, voyez, 2021, il y avait eu avant la crise migratoire syrienne, 2015, et la Cour dit, ben, je peux encore comprendre que lorsqu'il y a des crises migratoires importantes et donc des flux importants aux frontières extérieures de l'Union européenne, on rétablisse des contrôles occasionnels, proportionnés, pas systématiques, mais qu'il puisse encore y avoir des contrôles aux frontières intérieures, et pour autant que la sanction ne soit pas disproportionnée. Donc de nouveau, maison commune, lien. Si on veut circuler librement dans la maison commune, il faut une politique migratoire commune, un contrôle commun des frontières extérieures. Ça, c'est la logique, le pourquoi de la politique migratoire européenne. Maintenant, quoi? Ben ça, vous connaissez un peu. Généralement, on fait démarrer les choses à Maastricht en 1992. Vous savez, cette structure à 3 piliers, de la construction européenne. On était dans le 3e pilier, JAI, justice, affaires intérieures, avec surtout de la coopération intergouvernementale. Sur les migrations, il y avait déjà un peu de choses vraiment européennes, les visas, mais tout le reste, c'était coopération intergouvernementale. Et on dit, ben voilà, depuis 92, plus ou moins,
32 ans depuis Maastricht, on a construit petit à petit une politique migratoire commune. En réalité, je crois qu'il faut monter bien avant Maastricht et bien avant 1992 et voir que les choses ont démarré dans le cadre européen déjà. À partir de 74, vous voyez que ça nous fait 5 ans, 50 ans. C'est déjà assez long comme construction. Alors, 74, ce n'est pas encore des décisions ou des actes européens. C'est d'abord un fait. C'est dans les différents États membres, Belgique, Pays-Bas, France, l'arrêt de l'immigration de travail de 73-74. Fini les Golden Sixties, la croissance absolue continue, crise économique, crise pétrolière, pas pour des questions environnementales à l'époque. J'ai connu des dimanches sans voiture, c'était merveilleux, mais ce n'était pas du tout pour l'environnement, c'est simplement parce que le pétrole flambait en ses prix déjà et donc difficulté d'approvisionnement. Donc, chaque État modifie à ce moment-là ses législations en matière de migration pour restreindre, arrêter l'immigration de travail et restreindre les autres migrations. Et chaque État fait ça en ordre dispersé. Et la Commission européenne se rend compte que ça va poser un problème par rapport au marché européen du travail, puisqu'il y avait déjà libre circulation des travailleurs européens, et que ce changement de politique migratoire, ça va avoir une incidence sur le marché du travail européen. Et la Commission européenne, en 87, 87, ça c'est la décision de la Cour. En 85, la Commission européenne prend une décision imposant aux États simplement de se coordonner et d'échanger les informations sur leur politique migratoire nationale, d'informer les autres États quand ils changent leur législation. Pas plus que ça. Levée de bouclier des États qui disent souveraineté nationale. Migration, c'est de la souveraineté nationale. Vous, Commission européenne, vous n'avez aucune compétence là-dessus. Et la Cour dit, dans cette décision de 87, où plusieurs États introduisent un recours en annulation de cette décision de la Commission européenne en disant la Commission outrepasse ses compétences, la Commission touche aux souverainetés nationales, la Cour de justice va dire non. La Commission, même s'il n'y avait rien comme politique migratoire européenne, la Commission a déjà une compétence dans la mesure où ça a une incidence sur le marché du travail européen et sur la libre circulation des travailleurs. La Commission va annuler cette décision pour d'autres motifs. La Cour va annuler cette décision pour d'autres motifs. La Commission est allée un tout petit peu trop loin. Mais ce qui est important, c'est que la Cour dit il y a déjà, alors qu'il n'y a pas de politique migratoire commune, mais il y a déjà une compétence des institutions européennes, en l'occurrence de la Commission européenne. Et puis on va mettre petit à petit les choses en place, le marché intérieur avec l'acte unique de 87, suppression des contrôles aux frontières intérieures, et puis on essaye d'accélérer ça, 1990, Schengen, coopération intergouvernementale entre quelques États, les 3 pays du Benelux, la France, l'Allemagne, et on ajoute l'Italie, on a les 6 États membres de départ de la communauté économique européenne, mais c'est de la coopération intergouvernementale restreinte. À côté de ça aussi, coopération gouvernementale entre tous les États membres. Convention de Dublin. Aujourd'hui, vous connaissez peut-être les règlements de Dublin sur la détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Mais avant ça, il y a eu une convention qui était de la coopération intergouvernementale entre les États. Puis Maastricht, puis Amsterdam, où on va communautariser l'essentiel de cette politique migratoire. On va au fond faire passer les choses du 3e au 1er pilier, les conclusions de Tampere sur cette politique migratoire. 2009, Lisbonne, on renforce cette communautarisation avec l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Et peut-être aujourd'hui, 2024, Cécilia l'a cité, vers
un nouveau pacte européen sur la migration et l'asile. Je ne vais pas l'aborder en détail, on peut en parler éventuellement dans le débat. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours dans le cadre Lisbonne, avec cet espace de liberté, de sécurité et de justice que vous connaissez au titre 5. Je rappelle simplement quand même le contenu de cet article 67 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'Union assure l'absence de contrôle des personnes aux frontières intérieures et développe une politique commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle des frontières extérieures. D'accord? La maison commune. Le lien est fait expressément dans le texte. Suppression des contrôles aux frontières intérieures, politique commune par rapport aux frontières extérieures, asile, immigration. Et cette politique commune, ce sont les articles 77 pour les visas, 78 asile, 79 migration. Cette politique commune doit être, à tout le moins en principe, fondée sur la solidarité entre les États membres et équitable à l'égard des ressortissants des pays tiers. C'est là-dessus que souvent il pourra y avoir des grands points d'interrogation et que la Cour jouera aussi un certain rôle de contrôle des droits. Et l'article 80 répète la même chose, principe de solidarité et partage équitable entre les États membres. On ne répète plus là l'équité à l'égard des ressortissants d'États tiers. Et c'est probablement l'un des buts essentiels du nouveau pacte migratoire, ce serait de renforcer le principe de solidarité et de partage équitable entre les États membres. Les textes tels qu'ils existent laisse à penser que c'est loin d'être acquis, mais on ne va pas entrer dans l'examen de cela. Pourquoi, quoi et qui et comment? Qui fait quoi dans cette politique migratoire commune? Le comment, c'est quand même de constater que souvent, sauf peut-être avec la tentative de pacte migratoire, mais il faudra voir tout de même très concrètement sur quoi ça débouche, mais souvent c'est action-réaction. C'est-à-dire on réagit à des moments de flux migratoires, on ne fait pas de la perspective à long terme, des plans comme on en fait dans des tas d'autres domaines de gestion dans la politique migratoire européenne. On a davantage, encore que dans d'autres domaines, une réaction dans le cadre de contextes de crise. Alors certes, il y a des textes de droit dérivé, des directives. Le pacte, ce serait la refonte d'une grande partie de ces directives et leur modification en règlement d'ailleurs. Mais à côté de ça, vous voyez les points 2 et 3, on voit de plus en plus apparaître une place importante donnée à ce qu'on peut appeler le droit mou, qui n'est donc pas du droit contraignant, avec le problème que le juge dont je vais vous parler n'a pas son contrôle sur ce droit mou comme il l'a sur les textes de droit dur qu'il a contrôlés, et de plus en plus aussi cette technique d'externalisation avec des accords, des traités avec les États tiers, que ce soit entre l'Union européenne et des États tiers ou entre certains États membres et des États tiers. Les acteurs, vous les connaissez. Il y a bien sûr un rôle de la Commission, du Conseil et du Parlement dans l'élaboration de ces normes, mais aussi du droit mou et de l'externalisation. Il y a de plus en plus un rôle donné aux agences qui n'existaient pas au départ. Frontex et ce qui était le Bureau européen de l'asile, aujourd'hui l'Agence de l'Union européenne en matière d'asile, dont les budgets ont cru. Frontex, en quelques années, le budget a quintuplé et a un rôle de plus en plus important. Mais moi, je vais me centrer sur le rôle de la Cour. Le rôle de la Cour de justice de l'Union européenne dans le contrôle de ce qui sont ou seraient les droits des migrants dans le cadre de cette politique migratoire. Ça, c'est juste vous donner quelques références pour aller plus loin. On va transmettre sans problème aux étudiants le PowerPoint pour qu'ils aient, hein, vous ne devez pas nécessairement tout noter, le PowerPoint pourra vous être transmis sans aucun problème. J'attire simplement votre attention dans le cadre du MOOC là, que vous avez sur EDX. Il y a un ancien MOOC déjà qui continue à tourner, droit d'asile et des réfugiés, et il y a un nouveau MOOC qui vient de commencer en février, Law and Migration,
Et là, vous voyez ce que je mets en jaune, discussion entre le président Lennars et le professeur Sébastien Van Trockenbroek, que vous connaissez ici à Saint-Louis, bien évidemment. Ce n'est pas encore accessible parce que ce sera dans le dernier module de ce MOOC, mais là, vous verrez quand ça va sortir dans le dernier module, il y a une vidéo avec un débat très, très intéressant présidé par Sylvie Saroliа, mais donc un débat entre le président de la Cour de justice de l'Union européenne et le professeur Van Horenbroek sur précisément le rôle du juge comme gardien des droits fondamentaux dans le cadre des questions liées aux migrations notamment, et toute la question du dialogue entre les juges, dialogue entre Luxembourg et Strasbourg, dialogue entre les juges européens et les juges nationaux. Donc, je vous invite à voir cela. Ça ne vous oblige pas à faire nécessairement l'ensemble du MOOC, puisque c'est en accès libre, c'est en accès payant simplement si vous voulez avoir le certificat. Et Odysseus Network, c'est un réseau européen académique, et je vous mets simplement le bloc EU Migration Law, parce que à partir de la semaine prochaine, déjà, normalement, vous allez avoir toute une série de textes, de blocs sur le nouveau pacte migratoire européen qui vont sortir dans le cadre du réseau Odysseus. 6 exemples. Ouh là là, quand est-ce qu'il va terminer? Donc, je vous rassure, on fera que les exemples en jaune, on en fera 3. Mais je vous mentionne les autres possibles avec l'idée, éventuellement, on peut les aborder dans le débat. C'est donc l'idée de 6 exemples où la Cour de justice de Luxembourg a, à mes yeux, eu un rôle important dans le cadre de l'interprétation de textes relatifs à la politique migratoire. Alors, vous voyez que devant les exemples, je mets d'abord un moins pour les 2 premiers. Et moins, ça veut dire, le rôle de la Cour a été plutôt négatif par rapport aux droits des migrants concernés. Pour les points 3 et 4, vous voyez que je mets un plus. Et là, c'est de dire le rôle de la Cour de Luxembourg a vraiment été positif dans le cadre des droits des migrants concernés. Et 5 et 6, plus ou moins et plus, selon on veut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, où la Cour a joué un rôle, mais en se maintenant entre les deux, c'est-à-dire entre le respect des souverainetés nationales des États et leur grande marge d'appréciation et les droits fondamentaux des personnes concernées, les migrants. Je ne verrai pas visa. Je crois d'ailleurs, si je ne me trompe pas, qu'il y a un autre séminaire. J'avais noté, je ne sais plus à quelle date, 22 mars, j'avais noté, avec Juliette Dupont, qui sera spécifiquement consacrée au code communautaire visa. Et là, c'est l'exemple des questions de visa humanitaire hein, pour entrer en Europe. Je n'entrerai pas donc dans cet exemple-là. De même, je n'entrerai pas dans l'exemple Dublin, où là, la Cour a joué un rôle très, très positif quand même dans la sauvegarde des droits des demandeurs d'asile dans le cadre de cette répartition des compétences, des responsabilités entre les États membres. Et je n'entrerai pas non plus dans ce que je mets PS, c'est la protection subsidiaire des demandeurs de protection internationale sur l'interprétation notamment de la notion de conflit. Donc, voyons simplement 3 exemples, en commençant par Frontex. Donc, cette agence Frontex, le texte actuel, c'est celui-ci, le règlement de 2019, règlement 1896. Le titre déjà, hein, vous voyez ce qui est en gras est intéressant, c'est relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Le premier texte de Frontex remontait à 2005 et avant qu'on arrive à ce règlement-ci, Frontex, c'était au fond simplement de la coordination du contrôle des frontières faites par chaque État et essayer de coordonner les choses. Vous voyez la différence ici, c'est qu'on a un corps européen de garde frontières et de garde-côtes. Ce ne sont plus des fonctionnaires nationaux qui
contrôle la frontière de chaque État et dont on essaye de coordonner simplement les pratiques, c'est véritablement un corps européen de garde-frontières qui vient s'additionner aux corps nationaux de garde-frontières. Donc, on est tout de même là dans l'esprit d'une construction beaucoup plus fédérale, hein, qui n'est pas éloignée de ce qu'il y a aux États-Unis comme contrôle fédéral des frontières des États-Unis d'Amérique. L'an dernier, 2023, il y a eu plusieurs décisions du tribunal. Donc, vous savez qu'il y a tribunal pour certaines matières en première instance avec pourvoi possible à la Cour de justice. Et là, vous voyez la référence de 3 décisions, dont 2 simplement, vous voyez ordre, hein, ça c'est ordonnance, donc simplement de petites ordonnances où on dit c'est irrecevable, on ne va pas plus loin. Un arrêt tout de même, donc là une décision, un jugement plus élaboré du tribunal, et ces 3 décisions concernent Frontex. Et de quoi s'agit-il? C'est que Frontex, effectivement, participe au contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne avec les gardes-frontières nationaux. Les statuts de Frontex et le règlement lui-même prévoient que les droits fondamentaux des personnes concernées doivent être respectés dans le cadre de ces contrôles. Et il y a eu plusieurs plaintes de personnes lors de ces contrôles en Méditerranée ou dans la mer Égée. Les 3 affaires ici concernent la mer Égée et principalement le renvoi, ce qu'on appelle les pushbacks souvent, les renvois de migrants venant de Turquie vers la Grèce, et les gardes-côtes grecs avec le corps européen de garde-frontières Frontex ont fait, semble-t-il, c'est tout de même assez bien documenté, certains pushbacks, certains refoulements vers la Turquie sans que soient enregistrées les demandes de protection internationale, les demandes d'asile des personnes concernées. Ces 3 décisions du tribunal consistent au fond à dire, si je présente les choses un peu trop simplement, je n'ai rien à dire là-dessus. Je n'ai rien à dire là-dessus parce que je ne rentre pas dans le détail. Si ça vous intéresse, c'est l'objet de cet ouvrage-là que j'ai présenté dans la dia tout à l'heure et qui reprend les chroniques que je fais actuellement avec Eleonora Frashka chaque année sur la politique migratoire européenne et sur la libre circulation des personnes. Et si ces décisions-là vous intéressent de façon spécifique, dans la chronique qui va sortir d'ici la fin du mois, au journal de droit européen, vous aurez une analyse détaillée de ces décisions. Ici, je synthétise. L'essentiel pour le tribunal est de dire qu'il n'est pas établi qu'il y ait une responsabilité de Frontex dans ces renvois, dans ces pushbacks, donc dans la violation de ce qu'on appelle généralement le principe de non-refoulement de personnes qui demandent la protection internationale. Et l'essentiel du raisonnement consiste à dire il n'y a pas de responsabilité de Frontex. Vous savez, en droit de la responsabilité civile, il faut établir entre les faits, ce qui s'est passé, et le dommage qu'on a subi. Ici, on m'a renvoyé vers la Turquie sans examiner ma demande de protection. Il faut établir le lien de causalité. Et ces décisions, en gros, disent le lien de causalité vis-à-vis de Frontex, qui serait la cause de cela, n'est pas établi, parce que le lien de causalité principal, ce n'est pas à l'égard de Frontex, c'est à l'égard de l'État concerné, en l'occurrence la Grèce. Pourquoi, dit la décision? Parce que la compétence pour examiner la demande de protection internationale, pour examiner la demande d'asile, ça c'est toujours une compétence nationale, donc en l'occurrence de l'État grec. Ce n'est pas une compétence européenne.
Donc, vous ne pouvez pas, vous, c'était des Syriens concernés, dire qu'a priori, vous n'avez pas obtenu l'asile parce que Frontex vous a renvoyé vers la Turquie, puisque c'est la Grèce et ce n'est pas l'Europe qui décidera si vous avez droit à l'asile. Et notamment, je vous mets ici un tout petit extrait de la dernière affaire. Le tribunal, dit le simple fait que le comportement illégal, donc à la limite, il n'est même pas nié qu'il y ait eu éventuellement un comportement illégal. Le simple fait que le comportement illégal ait constitué une condition nécessaire, sine qua non, de la survenance du dommage, le fait d'être envoyé vers la Turquie sans examen de la demande d'asile, en ce sens que celui-ci ne serait pas produit en l'absence de ce comportement, ne suffirait pas à établir un lien de causalité. Ce qui pose problème là-dedans, c'est quoi? C'est les mots « en ce sens que celui-ci ne se serait pas produit en l'absence de ce comportement ». Parce que quand on dit aux personnes concernées « vous n'avez pas pu introduire votre demande d'asile en Grèce et c'est la Grèce qui aurait décidé de cela et pas l'Europe », la question centrale est évidemment pourquoi vous n'avez pas pu introduire votre demande d'asile en Grèce. Mais justement parce qu'il y a eu refoulement. C'est-à-dire, ma demande ne sera pas examinée parce que je n'ai pas eu accès à la procédure et je n'ai pas accès à la procédure aussi longtemps que je n'ai pas accès au territoire. Donc, on est dans une sorte de chaîne de responsabilité. Il n'y a pas un seul responsable, c'est une chaîne de responsabilité. Le problème, c'est que le tribunal dit, moi, dans la chaîne de responsabilité, je ne prends que le dernier responsable. La Grèce qui devra décider si vous êtes réfugié ou pas. Et en quelque sorte, je me voile les yeux par rapport au premier responsable dans la chaîne qui n'aurait pas permis l'accès à la procédure. Je fais une petite parenthèse qui est peut-être un peu pointue juridiquement, mais elle me semble intéressante. Dans le cadre européen, vous connaissez aussi la question du Brexit. À la suite du Brexit, il y a de nombreux citoyens britanniques qui ont introduit des procédures pour essayer de conserver des droits qu'ils avaient avant en tant que citoyens européens. Affaire préfet du Gers, si vous avez entendu, une Britannique en France qui veut pouvoir participer aux élections municipales comme les citoyens européens peuvent le faire. À plusieurs reprises, et encore l'année dernière, la Cour dit la cause du Brexit, ce n'est pas l'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, c'est la décision unilatérale du Royaume-Uni de sortir de l'Union européenne. Mais ça veut dire quoi dans ma chaîne de responsabilité? C'est qu'ici, on prend le premier, la Grande-Bretagne qui a décidé de sortir. Et on ne s'occupe pas des maillons de la chaîne de responsabilité après de la négociation, quels sont les droits qui seraient maintenus ou pas pour ces anciens citoyens européens. Il y a eu une période transitoire et puis après plus. On prend le premier maillon de la chaîne. Frontex, on fait exactement l'inverse. On prend le dernier moyen de la chaîne. La seule chose qui est commune, c'est que les deux maillons, c'est l'État. Grèce d'un côté, Royaume-Uni de l'autre côté, ce n'est pas l'Europe. Ça pose quand même des questions par rapport au raisonnement. Je serais intéressé de voir ce que la Cour va faire. Vous voyez, pour la dernière affaire, j'ai mis entre parenthèses pourvoi. C'est la référence de l'affaire en cours devant la Cour maintenant, puisqu'il y a eu un pourvoi en cassation contre la décision du tribunal. Il faudra voir si la Cour va, elle, aller plus loin. Alors, je ne rentre pas dans le détail de ce que je vous ai mis là en dessous, vous trouverez ça dans la chronique pour ceux que ça intéresse, mais c'est le fait que le tribunal fait un rapprochement avec sa jurisprudence en matière de responsabilité de l'Europe par rapport à toute une série d'actions relatives aux droits de la concurrence européen, anti-dumping. Et là, je crois qu'on est dans des domaines
très différent et que le rapprochement qui est fait par le tribunal n'est pas pertinent, mais on ne va pas entrer dans le détail de cela. Alors quoi pour le futur? Ben, il faudra voir ce que la Cour va décider. Pour le futur plus long, ben, ça pose une des belles questions de l'intérêt de l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, à Strasbourg, à la Cour européenne des droits de l'homme, on ne peut attaquer que les États pour violation des droits fondamentaux. On ne peut pas attaquer l'Union européenne, une institution ou une agence de l'Union européenne, aussi longtemps que l'Union européenne en tant que telle n'a pas adhéré à la Convention européenne des droits de l'homme. Et là, par rapport à Frontex, il y aurait précisément un intérêt que des procédures éventuellement à Strasbourg pour violation des droits fondamentaux puissent se faire non seulement contre l'État, la Grèce par exemple, mais aussi contre Frontex pour voir ce qu'en dirait la Cour. Voici tout de même un exemple de ce que Strasbourg a dit en condamnant la Grèce pour une situation similaire à celle que je viens d'évoquer dans la mer Égée, Oujbak, où là, vous voyez, il y a eu décès d'une personne, donc c'est notamment violation de l'article 2 de la CEDH, le droit à la vie. Et vous voyez que, en reprenant l'idée que la Cour de Strasbourg a dans plusieurs jurisprudences d'un niveau de vigilance que l'État doit avoir dans les risques de violation de droits fondamentaux et très particulièrement du droit à la vie et de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants. Vous voyez que là, la Cour de Strasbourg dit le gouvernement n'a pas prouvé que l'usage de la force, en l'occurrence pour les renvois, était absolument nécessaire et donc la Grèce est condamnée. Voilà pour l'exemple Frontex, que je situe donc dans l'aspect négatif où la Cour n'a, à mes yeux en tout cas, pas suffisamment protégé les droits des personnes. Et certains en doctrine, à cet égard-là, vont parler de passivisme de la Cour, par opposition à l'exemple que je vais vous donner maintenant, où ce serait positif et ce serait un activisme de la Cour. Mais alors, c'est critiqué des deux côtés. Certains vont dire la Cour fait preuve de trop d'activisme, d'autres vont dire la Cour fait preuve de trop de passivisme. Si vous voulez mon opinion, dans l'ensemble, je trouve que la jurisprudence de la Cour est assez équilibrée et parfois on peut être déçu. Et vous voyez l'exemple que je viens de vous donner et je le critique moi-même, mais dans l'ensemble, on va voir les exemples maintenant. Il y a tout de même, de la part de la Cour, une grande volonté de sauvegarde des droits fondamentaux des personnes concernées. Alors le regroupement familial, vous savez ce que c'est, c'est l'idée que des étrangers puissent migrer, entrer sur le territoire de l'Union européenne et d'un État membre dans le cadre de ce qu'on appelle regroupement familial, conjoint, enfant, parfois élargissement aux ascendants. Il y a deux hypothèses, ce qu'on appelle le regroupement familial en tant que tel. Dans le droit européen, c'est la directive 2003-86. Vous voyez que c'est déjà ancien, ça fait partie des premiers textes de 2003, où c'est un étranger, marocain par exemple, qui va se faire rejoindre par un autre étranger, donc un Marocain en Belgique qui se fait rejoindre par sa femme marocaine, par exemple. Le regroupant est un ressortissant d'État tiers marocain et le regroupé aussi est un ressortissant d'État tiers. On a une autre hypothèse qui est liée, maison commune, à la liberté de circulation des citoyens. Et là, on est dans le texte européen relatif à la libre circulation, vous voyez, aux droits des citoyens et des membres de leur famille de circuler. Et là, l'hypothèse, c'est que le regroupant est un citoyen européen, un Français en Belgique qui veut se faire rejoindre par sa femme américaine, par exemple. Et là, on n'est plus simplement dans le cadre de la politique migratoire, on est aussi dans la liberté de circulation de citoyens. C'est le Français qui est venu travailler en Belgique et dans le cadre de sa liberté de circulation, il a le droit d'être rejoint par les membres de sa famille. Et vous voyez que j'indique déjà ces membres de sa famille, c'est-à-dire les regroupés. Ça peut être un citoyen européen aussi, ça peut être sa femme française, mais ça peut aussi être un ressortissant d'État tiers, sa femme américaine, sa femme sénégalaise, et vous voyez que là,
on touche à la migration tout en étant dans la libre circulation des citoyens. Voyons un peu le rôle de la Cour dans les deux hypothèses. La première, d'abord, regroupement familial entre ressortissants d'États tiers. Dès 2006, donc très vite après la directive elle-même, une décision importante de la Cour de justice dans une affaire Parlement contre Conseil, c'est que le Parlement avait tenté d'obtenir l'annulation de cette directive ou à tout le moins de certaines dispositions de la directive, estimant que sur certains points, il y avait un respect insuffisant des droits fondamentaux, notamment quant aux possibilités de refuser à partir d'un certain âge le regroupement familial d'enfants qui ne sont pas encore majeurs mais qui auraient plus de 15 ans. La Cour n'a pas annulé la directive et n'a annulé aucune disposition, mais elle en a fait une interprétation en vue de promouvoir les droits fondamentaux des personnes concernées. Et elle a surtout affirmé, ce qui pouvait paraître une évidence, parce que vous voyez que c'est en gras dans le titre, droit au regroupement familial. Mais dans cette affaire Parlement contre Conseil, la Cour a bien affirmé que la migration dans le cadre du regroupement familial, c'est un droit. Ce n'est pas une question de faveur. Et pour certains États membres, c'était loin d'être évident, et c'est encore loin d'être évident aujourd'hui. C'est de dire quand les conditions d'être membre de la famille, d'avoir l'âge requis, le cas échéant moyen de subsistance, ça dépend des différentes catégories, mais quand les conditions sont remplies, c'est un droit. Vous n'avez plus de marge d'appréciation du point de vue de la faveur, c'est un droit. Et ça, la Cour l'affirme dès le début par rapport à cette directive. Et alors, elle va le renforcer dans certaines interprétations. Par exemple, en 2010, dans l'affaire Chakroun, qui a très vite été suivie après dans la jurisprudence en Belgique. Là, ça concerne les Pays-Bas, mais on avait la même chose en Belgique, qui était de dire, vous savez, pour le regroupement familial, il peut y avoir un critère de moyen de subsistance suffisant. C'est-à-dire que le regrouper, l'homme marocain, par exemple, qui se fait rejoindre par un membre de sa famille, sa femme marocaine par exemple, doit prouver qu'il a des moyens suffisants pour prendre à charge. Et ce que beaucoup d'États membres avaient fait, la Hollande, la Belgique, c'est de mettre un montant fixe, équivalent au minimum de moyens de subsistance plus 20%, en gros. Et si vous êtes 1 franc ou 1 euro, je caricature, mais un petit peu en dessous de ce montant, vous n'avez pas droit au regroupement familial. Et ce que la Cour dit dans cette affaire Chakroun, ça ne va pas. Vous pouvez mettre un montant, mais qui est simplement une évaluation. Vous ne pouvez pas, parce que la personne aurait des ressources en dessous de ce montant, automatiquement dire non. Il faut voir concrètement quels sont les besoins de cette famille, quelles sont ses rentrées, quelles sont ses charges, le loyer, etc., etc. Et vous devez voir concrètement. Et la personne doit donner tout ça, prouver qu'elle pourra prendre en charge, mais il faut un examen concret parce que c'est un droit. Il ne peut pas y avoir juste un montant fixe. Plus récemment encore, et là c'est une jurisprudence qui concerne la Belgique, vous voyez le nom Afrin, vous savez peut-être que c'est le nom d'une ville dans le nord de la Syrie, près d'Alep. L'affaire concerne la Belgique, un réfugié syrien, reconnu réfugié en Belgique, donc il a le statut de réfugié, puis il veut se faire rejoindre par les membres de sa famille. Sauf que quand vous êtes dans le nord de la Syrie, près d'Alep, à la frontière turque, pour arriver à l'ambassade de Belgique à Damas, où il n'y en avait pas à ce moment-là, il faut aller au Liban, à Beyrouth, vous pouvez toujours essayer. Or, la législation belge prévoyait qu'une demande de regroupement familial doit nécessairement se faire auprès du poste diplomatique belge à l'étranger, à l'ambassade de Belgique à l'étranger. Et là, comme ce n'était pas possible, un avocat de la famille avait introduit depuis la Belgique la demande
de regroupement familial qui n'étaient pas examinées, qui étaient considérées irrecevables parce qu'elles n'avaient pas été introduites auprès du poste diplomatique belge à l'étranger. Et là aussi, la Cour dit ça ne va pas. Le regroupement familial est un droit avec des conditions telles que celles-là, vous supprimez le droit. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez nécessairement, en toutes circonstances, accepter que la demande puisse être faite directement en Belgique, mais vous ne pouvez pas non plus dire que toute demande doit nécessairement être faite auprès du poste diplomatique lorsque ça n'est pas possible. Vous devez enregistrer la demande faite en Belgique et si c'est pour des contrôles de est-ce que c'est pas un mariage blanc, est-ce que c'est vraiment la famille, est-ce qu'il faut interroger les personnes, mais ça vous pourrez le faire après aussi. Mais ça ne peut pas être une condition de non-enregistrement, de non-recevabilité de la demande. Dans le cadre de l'autre groupement familial, la directive 2004-38, là, on se trouve dans le cadre du droit européen de la libre circulation des travailleurs, c'est l'article 45 TFUE, des citoyens européens, c'est l'article 21 TFUE. Mais j'ajoute, vous voyez, plus 20 TFUE avec entre parenthèses SPI. Et je veux me centrer juste là-dessus parce que ça, c'est le point sensible où la Cour est intervenue. SPI, c'est quoi? C'est situation purement interne. Donc, vous voyez l'exemple au-dessus regroupant citoyens et je vous ai dit, c'est le Français qui est en Belgique qui fait venir sa femme française ou même étrangère américaine ou sénégalaise. Ça, on est dans la liberté de circulation. Okay. Mais qu'en est-il du citoyen européen belge en Belgique qui veut se faire rejoindre par sa femme étrangère, sénégalaise aussi, par exemple? Ça relève pas du droit européen de la liberté de circulation. Le Belge sédentaire en Belgique, il n'a jamais circulé. Donc ça relève de la souveraineté nationale belge et ce seront les conditions de la loi belge en matière d'immigration, la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, avec des conditions, notamment de moyens de subsistance suffisants, qui sont plus sévères que les conditions du droit européen. Ce qui va créer ce qu'on appelle les discriminations à rebours, c'est-à-dire que le Belge en Belgique aura plus de difficultés pour se faire rejoindre par sa femme sénégalaise que le Français en Belgique, qui lui relève du droit européen de la liberté de circulation. D'accord? Donc, à rebours, le national sédentaire est discriminé. Et donc, les juges nationaux, ils étaient dérangés par cela. Et ils sont allés plusieurs fois poser des questions à la Cour de justice de Luxembourg, qui pendant tout un temps a dit « This is not my business ». C'est pas de la liberté de circulation, c'est pas du droit européen de la liberté de circulation. Vous devez trancher ça vous-même dans le cadre de votre droit national. Et parfois même en disant inspirez-vous peut-être de ma jurisprudence. Si vous avez un principe d'égalité dans votre constitution, vous devriez peut-être l'appliquer. Mais jusqu'au moment où la Cour, parce qu'on revient tout le temps devant elle, va franchir le pas. Dans une affaire belge, on peut être fier, vous savez, en Belgique, c'est pas qu'on viole plus le droit que dans les autres pays, c'est qu'il y a des bons juristes. Dans une affaire belge, Rui Zambrano, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, la Cour va franchir le pas. Alors, en un mot, Rui Zambrano, c'est quoi? C'est une famille colombienne en Belgique. Ils ont été pendant un temps en séjour régulier, mais puis ils ne sont plus du tout en séjour régulier. Et ils ont 2 enfants qui naissent en Belgique. Vous savez que dans les pays d'Amérique du Sud, dont la Colombie, pour la transmission de la nationalité, c'est ce qu'on appelle le droit du sol et pas le droit du sang. Naissez en Colombie, vous avez la nationalité colombienne. Si l'enfant colombien naît ailleurs, donc
ici en Belgique, il n'a pas automatiquement la nationalité colombienne, sauf si ses parents vont le déclarer à l'ambassade de Colombie. Ce que peut-être bien conseillé, je n'étais pas l'avocat, je vous rassure, peut-être bien conseillé, les parents n'ont pas fait, ils n'ont pas déclaré leur enfant à l'ambassade de Colombie, avec pour conséquence que les deux enfants en question n'avaient pas la nationalité colombienne, avec pour conséquence que sur la base du code de la nationalité belge de l'époque, modifié depuis, lorsque l'enfant n'a pas de nationalité, né en Belgique, apatride, belge, on lui octroie la nationalité belge pour qu'il ne soit pas apatride. Aujourd'hui, on a un peu modifié le code de nationalité en disant sauf si il suffit d'une démarche volontaire des parents pour que cet enfant ait une nationalité. Donc, ce serait plus possible exactement la même situation aujourd'hui. Mais donc voilà des enfants qui sont belges. Et on veut expulser les parents colombiens, famille Ruiz-Zambrano, parce qu'ils sont en séjour irrégulier. Mais les enfants sont belges. On ne peut pas expulser ces nationaux. On ne peut pas expulser ces enfants belges. Tribunal du travail. Il fallait le tribunal du travail pour poser une question comme ça. Les juridictions administratives belges étaient plus réticentes à poser ce genre de questions. Tribunal du travail, parce qu'il y avait aussi des questions d'allocation de chômage. Le père travaillait, mais en étant en séjour irrégulier. Tribunal du travail pose la question préjudicielle à la Cour de justice de Luxembourg. Est-ce qu'on peut expulser des parents étrangers en séjour irrégulier d'un enfant citoyen européen? Moi, je croyais que la Cour allait répéter toute sa jurisprudence et dire « This is not my business ». C'est une affaire belge. Ces enfants belges n'ont jamais circulé. On n'est pas dans le champ de la libre circulation. C'est des Belges en Belgique, sédentaires, c'est la loi belge, je m'en occupe pas. J'appelle parfois cet arrêt l'arrêt mouchoir. Je crois que les juges ont tout de même été sensibles à la situation de ces pauvres petits-enfants et on dit on ne peut quand même pas imaginer qu'on expulse les parents, les enfants, forcément, ils vont devoir suivre, ça ne va pas. Et pour la première fois, ils ont mis le doigt dedans, dans l'engrenage, parce qu'après, ils vont encore aller plus loin, mais ils ont dit ça ne va pas. Pourquoi? Parce que il faut veiller à la jouissance effective de l'essentiel des droits du citoyen. Et si les parents de ces petits-enfants étaient expulsés, ces petits-enfants seraient obligés de quitter le territoire belge et le territoire de l'ensemble de l'Union européenne avec leurs parents. Et on mettrait en question la jouissance effective de l'essentiel des droits de citoyens européens. Et donc, vous voyez, pour les juristes parmi vous, on n'est pas sur l'article 21 TFUE, liberté de circulation, on est sur l'article 20, la citoyenneté européenne, la définition de la citoyenneté européenne, c'est tout. Les citoyens européens, toute personne qui a la nationalité d'un État membre. Et la Cour dit qu'il faut veiller à la jouissance effective de l'essentiel des droits. J'adore cette formule, mais personne ne savait c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est quoi l'essentiel des droits? La jouissance effective, ça avait déjà été utilisé, l'effectivité des droits, mais l'essentiel des droits. On pensait peut-être un peu naïvement que c'était le droit de vivre en famille, et puis la Cour va dire non, c'est pas si simple que ça, c'est le droit de ne pas être obligé de quitter le territoire. En d'autres termes, pour des affaires qui vont venir avant, si c'est entre conjoints adultes, si chaque conjoint a les moyens financiers, peut se sortir, etc., la Cour va dire qu'ils ne sont pas obligés, ils choisissent. Ils veulent vivre ensemble, ils vont vivre dans l'état d'origine de l'étranger, ils acceptent de vivre séparés, la vie en Europe et l'autre vie. Donc, c'était vraiment petit à petit ce qui va se détacher comme un lien de dépendance et ne va plus toucher effectivement que les enfants. Est-ce que ce sont des enfants qui ont un lien de dépendance à l'égard d'un parent qui serait expulsé? Alors, la jouissance effective de l'essentiel des droits de cet enfant citoyen européen serait en cause. Mais la Cour va tout de même aller, je trouve, loin dans l'évolution de sa jurisprudence en insistant sur la nécessité alors d'utiliser la Charte des droits fondamentaux
pour apprécier ce lien de dépendance, non seulement le droit de vivre en famille, mais l'intérêt supérieur de l'enfant sur la base de la Charte des droits fondamentaux, ça c'est dans l'affaire Chavez-Vilches, va aussi dégager un droit de séjour autonome pour le membre de la famille ressortissant d'État tiers, dans l'affaire de 2022 là que vous voyez et qui est donc intitulée Nature du droit de séjour au titre de l'article 20 des FUE. Ce qui est en cause, c'est une maman, j'ai oublié sa nationalité, d'Amérique du Sud ou d'Afrique, donc ressortissante d'État tiers, avec un petit enfant hollandais. La Hollande accorde le droit de séjour à la maman sur la base de la jouissance effective de l'essentiel des droits. Mais que se passe-t-il après 5 ans? Vous savez qu'un ressortissant d'État tiers qui séjourne régulièrement plus de 5 ans sur le territoire d'un État membre a en principe droit à ce qu'on appelle le statut de ressortissant d'État tiers résident de longue durée. Il va consolider son statut et son droit de séjour. Sauf que les 5 ans dont on parle, ça doit être 5 ans qui ne sont pas dans le cadre d'un séjour temporaire. Et la Hollande disait, mais ce droit de séjour-là que la maman étrangère a obtenu parce qu'il y a le petit enfant citoyen européen, c'est un droit de séjour temporaire aussi longtemps que le lien de dépendance entre l'enfant et la maman continue. Et à un moment donné, ça va s'arrêter. Et l'avocat général allait même dans le même sens. Et la Cour dit non. Parce que ce lien de dépendance peut encore se prolonger longtemps, même au-delà de l'âge adulte, si l'enfant a fait des études universitaires, etc., il y aura encore un lien de dépendance. Donc, après les 5 ans, la maman, ressortissante d'État tiers, a droit au statut de ressortissante d'État tiers de longue durée. Donc, son séjour devient autonome, détaché du lien de dépendance avec l'enfant citoyen. Et l'an dernier, la Cour va encore plus loin dans cette affaire mère thaïlandaise d'un enfant mineur néerlandais, où là, ça ne va plus être simplement, quand on parle de la jouissance effective de l'essentiel des droits, le droit de ne pas être expulsé, de ne pas être obligé de quitter le territoire de l'Union européenne pour le citoyen européen, mais aussi le droit d'entrer et d'avoir un séjour sur le territoire de l'Union européenne. Pour comprendre avec les faits, vous voyez, c'est une maman thaïlandaise qui, pendant tout un temps, a eu un droit de séjour en tant que conjointe d'un ressortissant néerlandais aux Pays-Bas, mais il y a divorce, elle n'a plus son droit de séjour compte tenu de l'ensemble des circonstances. Mais ils ont eu un enfant qui a la nationalité hollandaise, mais enfant qui n'a jamais vécu en Hollande, qui est né en Thaïlande, qui est éduqué en Thaïlande par la grand-mère maternelle. Et la question qui se pose, c'est est-ce que la maman thaïlandaise a droit à un séjour aux Pays-Bas en tant que mère d'un citoyen européen, l'enfant thaïlandais qui a toujours vécu en Thaïlande, mais dont elle dit « je veux qu'on aille vivre ensemble aux Pays-Bas ». En tant que néerlandais, il a le droit, je dois pouvoir vivre avec lui aux Pays-Bas. L'avocat général était d'ailleurs très réticent, disant ça c'est autre chose, hein, on franchit un pas en plus. Et la Cour dit c'est un droit. Qu'on vérifie qu'ils vivent ensemble, d'accord. Hein, il faut qu'effectivement, il y ait une vie familiale, que la mère fasse vraiment venir son enfant et vive avec lui. L'avocat général voulait aussi qu'il y ait un petit contrôle sur l'intérêt supérieur de l'enfant, se référant à la charte, hein, en disant, mais au fond, et on peut comprendre le raisonnement, est-ce que c'est de l'intérêt de l'enfant qui est né en Thaïlande, qui parle pas le néerlandais, qui parle pas l'anglais, qui a toujours vécu en Thaïlande, en quelque sorte de l'importer, hein, là, aux Pays-Bas, est-ce que c'est de son intérêt supérieur? Il faut que les autorités nationales puissent examiner ça. Et là-dessus, la Cour dit aussi, non, ça c'est une ingérence dans la vie privée et familiale.
La mère décide qu'elle veut vivre avec son enfant, on n'a pas à mesurer l'intérêt supérieur de cet enfant. Et là, je constate qu'il y a des opinions différentes en doctrine sur l'appréciation de ça. Pour vous dévoiler, j'ai même eu cette discussion, hein, je vous ai dit, je fais une chronique de jurisprudence, là, avec Eleonora Frashka, on n'a pas tout à fait le même point de vue. Elle trouvait que l'avocat général a raison, il faut sauvegarder l'intérêt supérieur de l'enfant. Moi, je trouve que là, c'est une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée. Faites l'inverse. Hein. Vous allez vous installer avec votre enfant à l'étranger, on ne fera jamais un contrôle de l'intérêt supérieur de votre enfant, si c'est émigration. Mais tout à coup, parce que c'est immigration. Et c'est ce que dit la Cour. La Cour dit l'intérêt supérieur de l'enfant peut être de veiller à sa sauvegarde lorsqu'il serait éloigné du territoire, mais par rapport à son droit d'accès et de séjour sur le territoire. Alors, autre chose, c'est que le cas échéant, les services sociaux devraient intervenir si l'enfant ne vit plus avec sa mère, est abandonné ou quoi que ce soit, mais faire a priori un examen de l'intérêt supérieur de l'enfant pour savoir s'il doit pouvoir vivre aux Pays-Bas avec sa mère, là, la Cour dit non. Mais voilà, c'est une question qui peut être débattue. Est-ce que je ne vais pas déborder si je vais jusqu'au troisième exemple? Il est 15h11, ça dépend une dizaine de minutes? Oui. Ça va? Allez, on prend le troisième aussi alors. Oui. Oui. C'est passionnant. Le plus ou moins, hein, à la fois, il y a du positif, mais ça pose aussi des questions. Et je prends là l'exemple de la protection internationale, du statut de réfugié et plus précisément de l'exclusion du statut de réfugié ou du retrait, de la révocation du statut de réfugié. Il faut bien le reconnaître, une question qui se pose de plus en plus en pratique, hein, notamment par rapport aux questions de terrorisme, de sécurité. C'est que si on découvre que quelqu'un à qui on a donné le statut de réfugié commet des actes contraires aux principes fondamentaux des Nations Unies, terrorisme par exemple, ben, on va lui enlever sa protection. Alors, vous savez qu'il y a une convention internationale relative aux réfugiés, ancienne, Convention de Genève, 1951, qui prévoit certains cas d'exclusion, comme je viens de vous en parler, des actes contraires aux principes fondamentaux des Nations Unies, des crimes contre l'humanité. Et puis, on a une directive européenne. On appelle directive qualification. Pourquoi? Ben parce qu'elle précise les critères qui permettent de qualifier une personne, soit de réfugié, au sens de la Convention de Genève, soit ce qu'on a ajouté dans le cadre européen, une protection subsidiaire qui est subsidiaire à la protection réfugiée Genève, qui vient s'y ajouter. Et sur cette question de la révocation, du retrait ou de l'exclusion du statut de réfugié, il y a une nuance et plus qu'une nuance entre la Convention de Genève et cette directive européenne qualification. La directive européenne dit ceci dans son article 14. Les États membres peuvent révoquer le statut de réfugié octroyé, j'aurais dû mettre reconnu d'ailleurs, le statut reconnu à un réfugié lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État. La Convention de Genève connaît comme motif d'exclusion du statut de réfugié le crime particulièrement grave, mais pas le crime particulièrement grave commis dans le pays d'accueil, mais le crime de droit commun commis dans le pays d'origine. Le but étant d'éviter quelqu'un qui commet un crime de droit commun dans son pays d'origine, qui s'enfuit, qui obtient un statut de réfugié, et en raison de la territorialité du droit pénal, il ne sera jamais condamné, il échappera à la justice. C'est pour ça qu'on avait mis ça dans la Convention de Genève. Mais l'idée n'est pas que quelqu'un qui est reconnu réfugié en Belgique, par exemple, et qui commet un crime grave de droit commun en Belgique, puisse être expulsé et qu'on lui retire son statut de réfugié. Ça, ce n'était pas envisagé dans Genève. Et là, on prévoit
crime particulièrement grave et menace pour la société, possibilité de révoquer ou même de refuser le statut. Jurisprudence. Que va dire la Cour là-dessus? Jurisprudence qui concerne d'ailleurs M et X et X, sont, vous voyez, différentes affaires jointes. Il y avait une affaire qui concernait la Tchéquie, deux affaires qui concernaient la Belgique. Pour l'affaire qui concernait la Belgique, pour situer un peu le genre de problème, une des deux était un Congolais qui avait été condamné en Belgique par la cour d'assises à 25 ans de prison, hein, pas rien, pour crime, homicide grave, très violent. Et ce Congolais avait été reconnu réfugié en Belgique. Il était arrivé d'ailleurs très jeune en Belgique. C'était un jeune Congolais qui avait été enfant soldat au Congo, donc un parcours qui certainement avait entraîné ce degré de violence. C'est ce jeune homme très très fort. Et donc il est reconnu réfugié et puis commet en Belgique cet homicide grave et est condamné à 25 ans de prison. Donc retrait envisagé du statut de réfugié. Ça, c'est une des trois affaires qui se posent. Voyez le problème. Qu'est-ce que la Cour de justice pouvait faire par rapport à ça? Elle pouvait dire hiérarchie des normes, le droit international, Convention de Genève, l'emporte sur le droit européen. Le droit européen, directive européenne, est contraire à la Convention de Genève. Donc, ce motif de révocation du statut de réfugié, contraire à la Convention de Genève, ne peut pas être appliqué. La Cour de justice pouvait aussi dire le droit européen a son autonomie, il n'entraîne pas une violation disproportionnée des droits fondamentaux. Cette disposition peut être appliquée, donc le statut de réfugié de cette personne peut être retiré et révoqué. Dans un cas, c'était dire le droit européen ne respecte pas le droit international, pas facile à dire pour un juge européen. Dans l'autre cas, c'était dire le droit européen ne doit pas être conforme au droit international. Pour un juge européen, pas facile à dire. La Cour va trouver une voie moyenne entre les deux. À l'instigation de l'avocat général belge de l'époque, Melchior Wathelet, qui avait donné son avis sur l'affaire, et entrer dans une subtilité assez géniale, mais qui va être difficile à interpréter après, en disant la notion de réfugié ne saurait être interprétée en ce sens que la révocation du statut de réfugié ou le refus de l'octroyer a pour effet que la personne concernée perd la qualité de réfugié. Ces personnes sont certes susceptibles de faire l'objet d'un l'État membre concerné d'une décision de révocation du statut de réfugié, mais l'adoption de telles décisions ne saurait affecter leur qualité de réfugié. Je vous enlève le statut, mais vous avez toujours la qualité. Je vous enlève votre carte de réfugié, mais vous avez toujours la qualité de réfugié avec le respect des droits fondamentaux les plus importants pour le réfugié, notamment de ne pas pouvoir vous renvoyer dans votre pays d'origine. C'était subtil pour ne pas trancher entre on est conforme au droit international ou on ne l'est pas, mais concrètement, ça entraîne ce que beaucoup en doctrine vont appeler une situation de limbe juridique. En droit, elle est quoi cette personne? Elle n'a plus de statut, mais elle a une qualité. Elle n'a plus de carte, mais je ne peux pas l'expulser. Ce qui va se passer généralement, c'est qu'on va régulariser la personne, c'est-à-dire lui donner un titre de séjour pour motif régularisation humanitaire, mais elle n'aura plus officiellement le statut de réfugié. C'est pour ça, vous voyez, plus ou moins ou plus, c'est-à-dire
à la fois on veille aux intérêts et aux droits fondamentaux de la personne, mais en même temps, il faut reconnaître que c'est un peu du bricolage juridique tout de même, si subtil soit-il. Et la Cour va tout de même confirmer ça, notamment dans 3 arrêts de l'an passé. Vous voyez l'un qui concerne les Pays-Bas, l'autre la Belgique, l'autre l'Autriche, et elle va resserrer les boulons. Et l'avocat général, c'était l'avocat général qui rend le plus d'avis pour le moment dans les matières de politique migratoire, c'est l'avocat général français, Richard de Latour. L'avocat général Richard de Latour était encore plus ferme en rappelant aux États, c'est peut-être pas la meilleure façon de vous protéger non plus que de mettre des situations de sans statut pour des personnes. C'est peut-être pas la meilleure façon de veiller à la sécurité non plus. Peut-être qu'il vaut mieux que cette personne puisse conserver son statut et puis vous la contrôlez, comme vous faites d'autres personnes. Ça lui disait dans ses conclusions. Et la Cour elle-même, au fond, elle va mettre un cumul de 3 conditions qui rend vraiment cette hypothèse de retrait du statut avec maintien de la qualité comme devant être une hypothèse tout à fait exceptionnelle. Elle dit que d'abord, il faut les deux. Il faut le crime particulièrement grave, plus la menace pour la société. Il ne suffit pas qu'il y ait le crime particulièrement grave pour en déduire automatiquement la menace pour la société. Et notamment, une fois que la personne a purgé sa peine, etc., est-ce qu'elle est encore une menace? Sur quelle base? Il faut les deux. Le crime particulièrement grave lui-même, c'est un crime d'une gravité exceptionnelle. Ça ne peut pas être une accumulation de différentes condamnations, de différentes petits crimes ou infractions autres. Ça doit être vraiment un crime d'une gravité exceptionnelle. On ne peut pas cumuler. Par contre, on doit cumuler avec la menace pour la société et cette menace, vous le voyez, doit être une menace pour un intérêt fondamental de la société. Même si elle s'en défend, on voit que la Cour s'inspire là de nouveau de ce qu'elle a fait en matière de libre circulation des citoyens et des personnes dans le cadre de l'espace européen, où on peut encore expulser un citoyen européen s'il est une menace, mais une menace affectant un intérêt fondamental de la société. Donc elle reprend ce caractère tout à fait exceptionnel de la menace à l'ordre public. Et elle rappelle, troisième condition cumulative, c'est pour ça que je mets chaque fois les plus en jaune, ce sont vraiment des conditions cumulatives, qu'en aucun cas il ne pourra y avoir refoulement de la personne vers son état d'origine. Conclusion? Pour moi, la conclusion la plus importante, c'est de montrer que si le juge peut intervenir, parfois mieux, parfois moins bien, dans l'idée que Cécilia, vous avanciez dès le début de donner une voix aux sans-voix, parce que c'est vrai que fondamentalement, c'est ça la difficulté des migrants, c'est qu'ils n'ont pas d'autres mécanismes de participation à la démocratie. Et c'est tout de même assez important parce que c'est très différent de tous les autres groupes qualifie parfois de minoritaires, mais enfin qui sont aussi majoritaires, que ce soit les femmes, orientation, genre, ethnique, race, tout ce que vous voulez. À un moment donné, les grands pas se sont faits aussi par la participation à la vie politique, manifestations, etc., et puis participation à la vie politique, parce que c'était des voix, et que ceux qui étaient au pouvoir devaient tenir compte de ces voix. Ça, le migrant ne l'est jamais, sauf après de nombreuses années où il a accès au droit de vote. Mais tant qu'il est migrant dans une situation de migration, il ne participera jamais, en l'état actuel du droit, à ce processus politique. Et il y a des idées participatives au niveau local, ça oui, ça existe. Mais dans le cadre structurel de l'organisation actuelle de la démocratie représentative, ce n'est pas le cas. D'où l'importance du rôle du juge pour
effectivement veiller et donner une voix à ces sans-voix. Et là, c'est cette distinction entre migration de faveur et migration de droit, et voir que là où le juge peut intervenir, c'est principalement sur les migrations de droit, sur les catégories de migrants dont on reconnaît qu'il y a un droit à la migration. Et pour l'essentiel, pas uniquement, mais pour l'essentiel, c'est l'asile et le regroupement familial, où là, je crois pour ma part que la Cour de justice, comme d'autres juridictions, veille à un juste équilibre entre la sauvegarde de l'intérêt général et le respect des droits fondamentaux, et le fait souvent, si pas toujours, en attribuant une valeur particulière à ces derniers, c'est-à-dire aux droits fondamentaux. Alors cette phrase-là, vous voyez, elle est entre guillemets, je ne l'ai pas inventée. C'est une phrase, non pas de la Cour de justice de l'Union européenne, mais de la Cour européenne des droits de l'homme, dans une très vieille affaire, 1968, qui n'a rien à voir avec les migrants, c'est nos affaires belgo-belges, l'affaire linguistique belge. Le président, c'était le grand juriste français René Cassin à l'époque, hein, enterré au Panthéon. Si vous allez au Panthéon, vous pouvez voir non pas la tombe de Napoléon, mais la tombe de Manouchian aujourd'hui, mais voyez aussi celle de René Cassin. Et c'était lui, comme président dans cette affaire, qui a donné le ton à, et c'est une phrase qui est souvent reprise dans la jurisprudence de la Cour. Mais parfois, on oublie le bout de la phrase. Hein. On met l'équilibre, sauvegarde de l'intérêt général de la communauté et le respect des droits fondamentaux de l'homme. On oublie que la Cour, à cette époque-là, et c'était la plume de René Cassin, avait ajouté, tout en attribuant une valeur particulière à ces derniers. Et moi, je m'interroge de plus en plus sur ce que la Cour de justice de l'Union européenne, alors, Luxembourg, pourra faire de cette expression de la jouissance effective de l'essentiel des droits, et peut-être de ne pas cantonner cela uniquement dans le cadre des droits liés à la citoyenneté européenne, mais de tirer plus vers la charte, comme elle l'a déjà fait, mais alors aussi au-delà éventuellement des citoyens européens, mais également pour les ressortissants d'États tiers et les migrants. Donc là, on voit le juge comme une sorte de guide qui interprète le droit, mais qui fait la balance, l'arbitre entre les intérêts au regard du principe de proportionnalité, mais qui est surtout le dernier garant de ces sujets, hein, dont je disais tout à l'heure qu'ils n'ont pas d'accès au pouvoir législatif ou exécutif dans la démocratie représentative. Je vous dis quand même, elles ont obtenu l'asile. Je vous rassure. Enfin, je vous rassure provisoirement. Voilà, les Danaïs disent à un moment donné, le peuple entier ratifiait que nous résiderions librement dans ce pays par droit d'asile.